La fin de l'après-midi sur le campus apportait une douce brise et un crépuscule doré qui couvrait les arbres d'une lumière chaude. Les couloirs de l'école commençaient à se vider, le bruit des conversations des derniers élèves se dissipant dans l'air. Marcos, le professeur d'histoire, marchait lentement, profitant de chaque instant de ce moment unique. Il venait de quitter la salle de classe où les élèves, comme toujours, étaient attentifs et impliqués. C'est ce type de cours, plein de dialogue et de réflexion, qui lui permet de s'épanouir dans son métier. Il savait que son travail allait bien au-delà des livres, c'était une mission d'inspirer, d'ouvrir des horizons, de semer des graines d'espoir. Alors que je me dirigeais vers le parking, le poids symbolique de chaque pas me paraissait plus important que jamais. La clé de voiture, soigneusement conservée dans sa poche, était plus qu'un simple objet en métal et en plastique. C'était le résultat d'années d'efforts, de nuits blanches pour préparer les cours et d'un dévouement inébranlable à l'éducation, même lorsque le monde semblait ne pas accorder autant de valeur au travail des enseignants. Marcos sourit discrètement en sentant la clé, comme s'il s'agissait d'une médaille invisible pour tout ce qu'il avait accompli. Ce n'était pas seulement la réalisation d'un rêve personnel, mais la preuve que la persévérance et le fait de surmonter l'adversité avaient des récompenses concrètes. Alors qu'il s'approchait de la voiture, la nouvelle berline brillait dans la lumière de l'après-midi, reflétant le ciel orange et violet. Pour beaucoup, il pourrait s'agir simplement d'un véhicule, mais pour Marcos, cette voiture avait une signification profonde. Il a grandi dans une réalité où l'avenir était souvent incertain. Le quartier modeste où il vivait, les difficultés financières rencontrées par la famille et les défis constants tout au long de sa vie avaient rendu le chemin vers le succès difficile. Être un homme noir, un enseignant et en plus réussir, dans un pays où les chances ne sont pas toujours égales, était une immense réussite. À ce moment-là, Marcos ne pensait pas au luxe de la voiture, mais à ce qu'elle symbolisait, une vie d'effort, de discipline et de dépassement. Il passa sa main sur la carrosserie lisse et brillante avant de monter dans la voiture, comme s'il ne croyait toujours pas que tout cela était réel. Il se souvenait de la façon dont ses parents l'encourageaient toujours à étudier, même lorsque les difficultés semblaient insurmontables. « L'éducation est la seule chose que personne ne peut vous enlever », disait sa mère, et ces mots résonnaient toujours dans son esprit dans les moments les plus difficiles. S'asseoir sur le siège en cuir moelleux et écouter le doux rugissement du moteur au démarrage était une sorte de victoire silencieuse qu'il savourait avec gratitude. Ce n'était pas un trophée, mais un symbole de tout ce qu'il avait surmonté. Alors qu'il traversait les rues en direction de chez lui, Marcos sentit la satisfaction monter en lui. Il savait qu'il était considéré comme un exemple de dépassement, en particulier pour ses étudiants, dont beaucoup venaient d'horizons similaires aux siens. Et cela le remplissait de fierté. Il a toujours tenu à montrer que, même avec les barrières imposées par la société, il était possible de briser les attentes et de réussir. L'avenir lui réserve encore des défis, mais à ce moment-là, alors que la voiture roulait dans les rues tranquilles de la ville, Marcos sentit qu'il était exactement là où il devait être. La nuit était calme et Marcos roulait lentement dans les rues désertes de la ville. Le silence du quartier et le doux bruit du nouveau moteur apportaient une sensation de calme. La fatigue d'une longue journée de travail commençait à se dissiper, remplacée par la fierté silencieuse d'être au volant d'une voiture fruit d'années de dévouement. Il s'autorisa à se détendre un peu, sentant le cuir des sièges et le confort qu'offrait la voiture. Cependant, cette paix a été brusquement interrompue par le reflet clignotant des lumières rouges et bleues dans le rétroviseur. Une voiture de police approchait rapidement. Marcos sentit son cœur s'accélérer, un réflexe presque automatique qu'il connaissait bien. Même s'il n'avait rien fait de mal, une anxiété familière le frappa. Il gara la voiture sur le côté de la rue, gardant les mains fermement sur le volant. Il inspira profondément, essayant de contrôler la tension qui montait dans sa poitrine. C'était juste une approche policière, se répétait-il. Tout était en ordre, ses papiers, la voiture, sa conduite. Cependant, ce n'était pas la première fois qu'il ressentait cela. Il savait que, pour beaucoup, sa couleur de peau restait un motif de suspicion. L'agent Ramos est sorti de la voiture à pas ferme, sa posture indiquant déjà une hostilité déguisée en autorité. C'était un homme blanc, corpulent, au regard froid et dur. Le genre de policier que Marcos avait appris à éviter d'affronter. Ramos s'est approché rapidement, sans même un premier salut ou explication. Il frappa violemment à la vitre de la voiture, comme pour exiger une obéissance immédiate. Marcos baissa lentement la vitre, essayant de rester calme, malgré son inconfort évident. « Des documents ?» demanda Ramos, sans le regarder directement. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre rempli de méfiance. Marcos,
gardant ses mains visibles sur le volant, demanda calmement, « Ai-je fait quelque chose de mal, monsieur ?» C'était une tentative polie de comprendre la raison de cette approche. Cependant, l'agent Ramos ne semblait pas intéressé par le dialogue. Ses yeux parcouraient l'intérieur de la voiture, évaluant chaque détail avec une expression de mépris. « Est-ce votre voiture ?» a-t-il demandé, avec un ton qui révélait déjà ses soupçons. C'était une question qu'il n'était pas nécessaire de poser, puisque Marcos avait des documents à présenter, mais l'intention derrière cette question était claire. Sentant le poids de cette accusation voilée, Marcos répondit fermement, « Oui, monsieur. La voiture est à moi. J'ai les documents ici avec moi. » Il se déplaça lentement pour récupérer son portefeuille dans la boîte à gants, sachant que tout mouvement brusque pouvait être mal interprété. Ramos, cependant, s'est avancé, comme s'il était prêt à réagir à une menace qui n'existait pas. « Ralentissez », ordonna-t-il d'une voix tendue, comme si la présence de Marcos dans une nouvelle voiture était, en soi, une source d'inquiétude. En lui remettant les documents, Marcos a regardé le policier les examiner avec une lenteur provocante. Ramos regarda les papiers puis Marcos, comme s'il s'attendait à trouver une irrégularité. « Et comment avez-vous eu une voiture comme celle-là ? Professeur, n'est-ce pas ? Avec le salaire d'un professeur, vous ne pouvez pas acheter une voiture comme celle-là, a déclaré Ramos avec un sourire ironique. L'insinuation était claire, pour Ramos, un homme noir conduisant une voiture de cette valeur ne pouvait être impliqué que dans quelque chose d'illicite. La tension dans l'air était palpable. Marcos avait du mal à rester calme, même avec son sang bouillant d'indignation. Il savait que toute réaction émotionnelle pouvait aggraver la situation, et Ramos semblait n'attendre que cela, une erreur, un moment de colère. « Je travaille dur, monsieur. J'ai économisé de l'argent pendant de nombreuses années pour acheter cette voiture, » a répondu Marcos, la voix contrôlée, mais la gorge nouée. Il savait que pour Ramos, son histoire d'effort et de succès n'avait pas d'importance. Le policier avait déjà porté son jugement au moment où il avait vu sa peau foncée. L'air était lourd à l'intérieur de la voiture. Le silence, qui aurait dû signifier la résolution d'une approche routinière, s'est transformé en une tension croissante, presque palpable. Marcos, toujours les mains fermement sur le volant, regardait le policier Ramos analyser ses documents, espérant que la bureaucratie suffirait à mettre fin à cette situation inconfortable. Cependant, le regard suspicieux et la posture agressive du policier n'ont pas changé. Il y avait quelque chose dans cette atmosphère qui indiquait que cela ne se terminerait pas si facilement. Ramos leva lentement les yeux, regardant Marcos de haut en bas avec un mélange de dédain et de suspicion. Il détenait les documents mais ne les rendait pas au professeur, n'est-ce pas, répéta-t-il, comme s'il s'agissait d'une blague. Le ton ironique de la voix faisait que chaque mot sonnait comme une accusation. « Et tu t'attends à ce que je croie qu'un professeur peut acheter une voiture comme ça ? Il doit y avoir une bonne excuse pour ça, non ?» La voix de Ramos avait un venin subtil, une insinuation que la seule explication de la présence de Marcos là, dans cette voiture, était le crime. Marcos sentit sa poitrine se serrer. Il savait qu'il avait tout fait correctement. Je savais qu'il n'y avait aucune raison d'être dans cette situation. Mais même ainsi, ce qui aurait dû être une simple procédure de vérification s'est progressivement transformé en un interrogatoire injuste et plein de préjugés. « Monsieur, je vous ai déjà montré tous les documents. La voiture est immatriculée à mon nom, tout va bien. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours un problème, » a répondu Marcos, essayant de rester calme, même s'il ressentait de la frustration. Grandissant à chaque syllabe. Ramos croisa les bras et eut un rire sec, un son vide qui ressemblait davantage à une provocation. « Là, tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Peut-être parce que les gens comme toi ne devraient pas conduire une voiture comme celle-là. Je parie que si nous creusons plus profondément, nous trouverons quelque chose qui ne va pas. Vol, contrefaçon, qui sait ? » La dernière phrase a été prononcée avec un sourire en coin, comme si le policier s'amusait de la situation. Pour lui, la véracité des faits n'avait aucune importance. Tout ce qui comptait, c'étaient ses préjugés et le pouvoir qu'il détenait à ce moment-là. Marcos, sentant le poids de l'injustice tomber sur lui avec une force presque suffocante, laissa finalement échapper un ton plus ferme. « Monsieur, je respecte la loi. Je suis ici avec tous mes documents. Je n'ai commis aucun crime. Ce n'est pas bien. » Sa voix, bien que maîtrisée, portait désormais un ton d'indignation qu'il ne pouvait plus cacher. Il en avait assez d'être traité comme un criminel simplement parce qu'il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise couleur de peau.
Mais cette petite démonstration de résistance était tout ce dont Ramos avait besoin pour aggraver encore la situation. Il s'approcha de Marcos, penché par-dessus la vitre de la voiture, avec une expression mêlée de colère et de satisfaction. « Regardez qui commence à devenir nerveux », dit-il d'un ton qui ressemblait davantage à une menace. « Pourquoi es-tu nerveux? Tu as quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Parce que je pourrais aussi bien t'emmener au commissariat de police tout de suite. » Résister à un ordre de la police est une raison suffisante. La menace planait dans l'air comme un gros nuage. Marcos, qui avait désormais du mal à contrôler sa respiration et son cœur qui s'emballait, savait qu'il se trouvait dans une position dangereuse. Il n'avait rien fait de mal, mais cela ne semblait pas importer à Ramos. Le policier provoquait clairement une réaction, attendant que Marcos perde patience, se trompe. Et Marcos savait combien cette erreur pouvait coûter. Il avait entendu trop d'histoires d'approches qui se sont mal terminées, d'hommes comme lui qui ont perdu bien plus que leur liberté dans des situations comme celle-ci. « Monsieur, il n'y a aucune raison de m'emmener en prison. Je veux juste rentrer chez moi, » répondit Marcos, maintenant d'un ton plus bas, presque suppliant. Il ne voulait pas donner à Ramos la satisfaction de voir sa colère, mais il ne pouvait pas non plus permettre que la situation empire. Cependant, Ramos ne semblait pas pressé d'y mettre fin. Il s'éloigna de la fenêtre, mais continua à fixer Marcos avec le même regard menaçant, comme s'il mesurait chaque mouvement, chaque mot. « Nous verrons cela », a répondu Ramos, tenant toujours les documents, comme s'il avait tout le temps du monde pour décider du sort de Marcos cette nuit-là. La tension entre eux augmentait de seconde en seconde, et l'injustice de la situation, les préjugés flagrants dont Ramos faisait preuve, laissaient à Marcos un sentiment d'impuissance qu'il connaissait bien. Même avec toutes les preuves de son innocence, il était à la merci d'un homme qui ne le considérait que comme une menace, et non comme un citoyen respectueux des lois. La rue déserte semblait encore plus vide, et la nuit, qui semblait auparavant sereine, devenait désormais le théâtre d'un conflit qui n'aurait pas dû exister. Marcos était toujours là, immobile, attendant que ce cauchemar prenne enfin fin, tandis que Ramos, le regard fixe et accusateur, décidait quelle serait la prochaine étape. La tension dans l'air se propageait comme un feu à travers l'herbe sèche. Le malaise dans la rue déserte, auparavant juste entre Marcos et le policier Ramos, a commencé à attirer les regards curieux des passants. C'était un quartier résidentiel calme, et il n'a pas fallu longtemps pour que certains habitants remarquent la voiture appuyée contre le trottoir avec les feux clignotants de la voiture de police derrière elle. Les premiers à s'approcher étaient les passants revenant du travail ou de leur promenade quotidienne, mais bientôt les rideaux de certaines fenêtres ont commencé à s'ouvrir et le mouvement sur le trottoir s'est accru. La situation ne semblait pas normale et la curiosité s'est vite transformée en quelque chose de plus profond, un malaise collectif. Marcos, toujours assis sur le siège conducteur, remarqua le murmure grandissant autour de lui. Son cœur battait toujours la chamade, ses mains transpiraient sur le volant. Il savait qu'il devait rester calme, mais le sentiment d'être exposé, d'être jugé non seulement par le policier mais désormais aussi par les regards indiscrets de la foule, commençait à éroder sa patience. Chaque visage qui apparaissait, chaque paire d'yeux fixés sur lui rendait la situation encore plus grave. Ce n'était pas seulement une approche injuste, maintenant il était sur scène, un spectacle d'humiliation publique. Ramos, cependant, ne semblait pas déconcerté par cette attention croissante. Au contraire, le policier semblait se nourrir de ce public inattendu. L'arrogance de sa position est devenue plus évidente alors qu'il croisait les bras, regardant les spectateurs approcher. Il avait le pouvoir dans cette situation et il le savait. Ramos s'est retourné de manière provocante, comme s'il voulait que tout le monde voie qu'il avait le contrôle. « Tous ces documents et pourtant, quelque chose ne va pas ici », a-t-il dit à voix haute, presque comme s'il s'adressait à la foule, pas seulement à Marcos. C'était une insinuation cruelle, pleine de préjugés, qui remettait en question la légitimité de Marcos, même face à toutes les preuves dont il disposait. Les gens autour commencèrent à chuchoter entre eux. Certains ont murmuré des mots d'indignation, s'interrogeant sur la raison d'une démarche aussi longue et agressive. Une femme qui regardait depuis un balcon a tranquillement commenté à son mari, « Il ne semble pas faire quelque chose de mal, pourquoi le policier ne le relâche-t-il pas bientôt ?» Un groupe de jeunes passants dans la rue s'est arrêté et a regardé la scène, les mains dans les poches, échangeant des regards dubitatifs et inquiets. L'indignation grandissait, mais mêlée à une certaine peur d'une intervention. Marcos, remarquant le mouvement, savait que, même si la présence d'autres personnes pouvait servir de protection, elle augmentait également le risque que quelque chose devienne incontrôlable. Il prit une profonde inspiration,
essayant de garder une voix ferme tout en parlant à nouveau à l'officier. « Monsieur, je vous ai déjà montré tout ce que vous avez demandé. Il n'y a aucune raison pour que cette approche continue. Puis-je continuer mon chemin ?» Sa voix, bien que contrôlée, contenait une pointe de désespoir. Il savait que chaque seconde augmentait le risque d'un mauvais résultat. Ramos, cependant, a complètement ignoré la demande de Marcos, regardant la foule qui se formait avec un air de supériorité. « Pas si vite », répondit-il avec un sourire en coin, comme s'il appréciait l'attention. « Je déciderai quand cela se terminera. » Sa position était clairement une provocation, et l'opinion publique commençait à ressentir le poids de cette injustice. Un homme plus âgé, les bras croisés, regardait le policier en secouant la tête en signe de désapprobation. « Ce n'est pas bien », marmonna-t-il, comme s'il parlait à lui-même, mais sa voix fut entendue par ceux qui se trouvaient à proximité. La tension dans la foule a commencé à monter. Certains ont sorti leur téléphone portable et ont commencé à filmer discrètement. À l'époque des médias sociaux, toute injustice pouvait se transformer en révélation publique, et cela n'est pas passé inaperçu auprès de Ramos. Voyant les caméras pointées dans sa direction, il leva le menton, comme s'il était interpellé, et son expression se durcit. Pour lui, c'était le moment de faire preuve d'autorité. Il se tourna de nouveau vers Marcos, maintenant avec une posture encore plus intimidante. « Sortez de la voiture », ordonna-t-il sèchement, la voix aiguë. Marcos sentit un frisson lui parcourir le dos. Il savait que s'il sortait de la voiture, la situation pourrait dégénérer en quelque chose qu'il ne pourrait pas contrôler. Dehors, il serait encore plus vulnérable. « Monsieur, s'il vous plaît, nous sommes ici depuis longtemps et je n'ai rien fait de mal. »« Je n'ai aucune raison de sortir de la voiture », argumenta-t-il, la voix plus basse, essayant de faire appel à la raison. Mais Ramos avait déjà pris sa décision. Il était déterminé à montrer à ce public impromptu qu'il avait le contrôle. La foule, désormais plus nombreuse, regardait dans un silence pesant, certains étant déjà clairement mal à l'aise face à l'abus d'autorité qui se déroulait devant eux. L'indignation était visible sur les visages des gens, mais ils hésitaient à intervenir directement. Tout le monde connaissait le danger d'affronter l'autorité policière, surtout dans une situation aussi pleine de préjugés et de tensions. Marcos sentait les yeux fixés sur lui, comme si le monde observait son combat contre l'injustice. Et, d'une manière ou d'une autre, c'était le cas. La tension était sur le point d'atteindre son point d'ébullition. Marcos, toujours à l'intérieur de la voiture, les nerfs à vif, sentait le poids de l'injustice lui écraser les épaules, tandis que la foule autour de lui devenait de plus en plus nombreuse et agitée. Ramos, avec son autorité débridée et son sourire arrogant, était déjà déterminé à faire sortir Marcos de la voiture, ignorant tout appel au bon sens. L'atmosphère était épaisse, lourde, et chaque mouvement ressemblait à un pas vers une issue imprévisible et peut-être désastreuse. Cependant, la scène a rapidement changé lorsqu'une deuxième voiture de police est apparue au bout de la rue, avec les feux clignotants et les sirènes éteintes. La voiture s'est approchée lentement et de l'intérieur est arrivé le policier Silva, un jeune homme, toujours avec son uniforme impeccablement aligné et son regard attentif. Silva était un novice, idéaliste et, semble-t-il, plus soucieux de justice que d'afficher son pouvoir. Il n'a pas fait partie de cette scène par hasard, j'avais déjà reçu des rapports indiquant que quelque chose n'allait pas avec cette approche, et à mon arrivée, je pouvais clairement voir que la situation déraillait. Le regard de Silva balaya rapidement la scène, la voiture de Ramos, la foule qui l'entourait et, au centre de tout cela, Marcos, visiblement mal à l'aise à l'intérieur de la voiture. Silva a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Il se dirigea d'un pas ferme vers Ramos, qui semblait irrité par la présence d'un autre policier, quelqu'un qui pourrait remettre en question son autorité. « Que se passe-t-il ici ?» Ramos, a demandé Silva, d'une voix calme mais pleine de curiosité sérieuse. Il souhaite comprendre ce qui justifie un tel retard dans une démarche qui, à première vue, semble inutile. Ramos, toujours avec un air de supériorité, regardait à peine son jeune collègue. Rien de grand-chose. Je vérifie juste la situation. Ce type ici, quelque chose ne sent pas bon, répondit-il, avec le ton de quelqu'un qui croyait vraiment en sa propre version des événements. Il a utilisé cette rhétorique vague et insinuante pour justifier l'approche prolongée et l'humiliation qu'il a imposée à Marcos, comme si ces simples soupçons étaient une raison suffisante pour maintenir la tension dans l'air. Silva, cependant, ne se contentait pas de cette explication évasive. Il observa la scène de plus près, remarquant les documents que Marcos avait déjà présentés,
l'expression épuisée et frustrée du professeur et la façon dont Ramos se comportait devant la foule. Quelque chose n'allait pas. Vous a-t-il déjà remis les documents? A demandé Silva en s'adressant directement à Marcos, qui, surpris d'entendre enfin une voix plus calme et plus raisonnable, a rapidement hoché la tête. Oui, monsieur. Je lui ai montré tout ce qu'il demandait. Tout est en ordre, répondit Marcos, essayant de contrôler sa nervosité. Silva se tourna vers Ramos, avec désormais un regard interrogateur plus incisif. Et si tout est en ordre, pourquoi est-il toujours là? Cela aurait dû se terminer maintenant, a déclaré Silva, visiblement mal à l'aise face à la prolongation inutile de l'approche. Ramos, à son tour, croisa les bras et sourit avec dédain. Tu es nouveau ici, Silva. Parfois, il faut creuser plus profondément. Ces gars-là ont toujours quelque chose à cacher, a-t-il déclaré, d'un ton qui révélait tous les préjugés qui l'animaient. La tension entre les deux officiers était palpable. Ramos, un vétéran habitué à agir sans être interrogé, considérait Silva comme une menace pour son contrôle de la situation. Silva, de son côté, a vu l'abus de pouvoir devant lui et savait qu'il devait intervenir avant que cela ne se transforme en quelque chose d'encore pire. Il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant qu'un innocent était humilié. Ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses, Ramos, a déclaré Silva, sa voix désormais plus ferme. Et si les documents sont en règle, il n'y a plus aucune raison de le garder ici. Le ton plus affirmé de Silva a commencé à déranger Ramos, qui s'est alors approché de son collègue, essayant de l'intimider avec sa position autoritaire. « Tu penses que tu en sais plus que moi, gamin ?» a demandé Ramos d'un ton menaçant. « J'ai déjà vu des situations comme celle-ci. Je fais juste mon travail. » Silva, cependant, n'a pas reculé. Faire son travail, c'est respecter la loi, et non en abuser, a-t-il répondu, désormais avec une fermeté totale. La foule, remarquant l'affrontement entre les deux policiers, s'est mise à murmurer plus fort, reconnaissant que quelque chose était en train de changer. Certains ont commencé à enregistrer plus ouvertement, capturant le moment où Silva affrontait Ramos. La présence de Silva semblait donner un souffle d'espoir à Marcos. Il s'accrochait à cette petite intervention comme à une bouée de sauvetage au milieu de la tempête. Le jeune policier, animé par le sens de la justice, tentait de ramener la situation à ce qu'elle devrait être, un simple contrôle de documents, et non une escalade de l'hostilité raciale. Ramos, en revanche, sentait déjà le contrôle de la situation lui glisser entre les doigts. Il savait que s'il cédait à la pression de Silva, son autorité devant la foule serait ébranlée. Mais face à la présence de plus en plus forte des enregistrements de téléphones portables et des regards vigilants, il s'est rendu compte que prolonger l'affrontement n'était plus une option. Silva le plaçait contre le mur, et même si cela le rendait furieux, Ramos savait qu'il ne pouvait pas aller plus loin sans compromettre sa propre position. À contre-séhur, Ramos a finalement rendu les documents à Marcos, les jetant avec dédain par la fenêtre de la voiture. « Tu peux y aller, dit-il sèchement, sans même regarder Marcos dans les yeux. Le professeur, bien qu'encore secoué, prit les papiers avec des mains tremblantes, ne croyant pas être enfin libéré de cette épreuve. Silva s'éloigna, faisant un léger signe de tête à Marcos, comme pour dire, sans mots, que le pire était passé. La foule, désormais témoin de tout, a commencé à se disperser lentement, non sans avoir enregistré dans sa mémoire et sur son téléphone portable le revirement dont elle avait été témoin. La tension entre Ramos et Silva était presque palpable, comme une corde tendue au maximum, sur le point de se briser. Alors que l'affrontement verbal entre les deux se poursuivait, quelque chose de plus profond commença à émerger. Chaque mot prononcé par Ramos portait une charge émotionnelle cachée, bien plus qu'une simple démonstration d'autorité. Il y avait là quelque chose de plus, quelque chose qui empoisonnait ses actions, et cela n'avait pas seulement à voir avec l'uniforme ou la procédure policière. C'était personnel. C'était une guerre interne qui se reflétait dans son attitude et dans la manière dont il traitait les gens comme Marcos. Ramos, au visage fermé et à la posture provocante, semblait de plus en plus irrité par l'insistance de Silva à remettre en question ses actions. « Mais tu ne sais pas ce que tu dis, mon garçon, dit-il sèchement, ses yeux brillant d'un mélange de colère et d'amertume. Il croisa les bras, comme pour essayer de se protéger de quelque chose d'invisible. « Mais tu n'as pas été à ma place, tu n'as pas vu ce que j'ai vu. » La voix de Ramos était pleine de ressentiment. Pour quiconque observait de l'extérieur, il était clair que ses paroles allaient au-delà de ce moment précis. Il y avait là une histoire, un lourd bagage émotionnel qu'il portait dans chaque approche, dans chaque interaction. Pendant que Ramos parlait,
des morceaux de son histoire ont commencé à se révéler. Ce n'était pas seulement un flic vétéran avec une attitude autoritaire. Sa vie a été marquée par des frustrations, des défaites et une lutte constante pour prouver sa valeur, tant à lui-même qu'aux autres. Il a grandi dans une petite ville, dans une famille aux attentes élevées, mais sa carrière n'a jamais atteint les sommets que lui ou sa famille souhaitaient. Ramos avait essayé d'être plus qu'un simple officier de patrouille, mais ses tentatives de gravir les échelons avaient été contrecarrées, soit par son propre manque de capacité à gérer la politique intérieure, soit par ses attitudes intempestives qui lui ont souvent causé des ennuis. Ces frustrations se sont accumulées au fil du temps, se transformant en une haine silencieuse, une colère canalisée vers des personnes qu'il jugeait moins méritantes. La couleur de la peau de Marcos, la voiture de luxe, le succès évident, tout cela semblait être un affront pour Ramos, un rappel constant de ses propres échecs. Les préjugés qu'il portait n'étaient pas seulement sociaux, c'était profondément personnel. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un comme Marcos réussi, respecté et issu d'une minorité qu'il méprisait, il sentait ses propres insécurités refaire surface. De l'autre côté, Silva regardait tout avec des yeux attentifs. Il a reconnu ce qui se passait, même si Ramos ne l'avait pas dit clairement. Silva avait grandi dans une communauté similaire à celle de Marcos, avec ses propres défis, mais avait choisi une voie différente. Contrairement à Ramos, Silva n'a pas laissé les difficultés le rendre amer ou préjugé. Il savait ce que c'était que d'être sous-estimé, d'être jugé sur son apparence, et cette empathie était ce qui l'émouvait à ce moment-là. Tandis que Ramos projetait ses frustrations sur le professeur, Silva se voyait en Marcos. Il savait qu'il pourrait très bien se mettre à la place de celui qui était désormais la cible d'une approche injuste. Cette reconnaissance l'a poussé à intervenir. « J'ai grandi dans un endroit comme le sien », Ramos, a déclaré Silva, d'une voix calme mais ferme. « Je sais ce que c'est. Et je sais que, ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de toi. » Les paroles de Silva étaient directes, presque provocatrices. Il mettait en lumière les véritables motivations de Ramos, ce qui n'a fait qu'augmenter la colère sur le visage du vétéran. Ramos serra les poings, ses lèvres tremblantes de fureur réprimée. « Tu crois que tu sais tout, Silva ?» répondit-il avec un sourire amer. « Tu penses que tu peux m'enseigner une leçon de morale simplement parce que tu as grandi dans un quartier pauvre et que tu portes maintenant un badge? Cela ne te rend pas meilleur que les autres. » Ramos fit un pas en avant, l'ombre de son amertume envahissant son visage. « Vous ne comprenez rien à ce que c'est que de vivre dans la frustration, avec des portes qui se ferment au nez, alors que des gars comme lui, Ramos pointa du doigt Marcos, semblent avoir tout sur une assiette. » Silva, cependant, n'a pas été intimidé. Il regarda Ramos avec un mélange de compréhension et de tristesse. « Ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne, Ramos, » a-t-il répondu. « Vous voyez des ennemis là où il n'y en a pas. Vous projetez vos frustrations sur les autres, mais cela ne changera rien à ce que vous avez vécu. Cela ne vous aidera à aller nulle part. » Le silence qui suivit les paroles de Silva était dense, comme si chacune d'elles avait atterri avec un poids énorme sur Ramos. La foule silencieuse a regardé la confrontation entre les deux policiers, ne sachant pas exactement ce qui se passait derrière ces mots, mais ressentant la profondeur émotionnelle de ce moment. La lutte pour le pouvoir entre Ramos et Silva ne concernait pas seulement la situation actuelle, il s'agissait de choix de vie, de ce que chacun d'eux avait décidé de faire avec ses propres frustrations et défis. Alors que Ramos s'enfonçait dans ses préjugés, Silva essayait, de toutes ses forces, de faire quelque chose de différent et de sauver Marcos de cette spirale d'injustice. Ramos, un instant, parut hésiter. Ses yeux s'éloignèrent, comme s'il était confronté à quelque chose en lui-même, à une bataille intérieure qu'il menait depuis longtemps. Mais la colère était toujours dominante. « Ne me fais pas la leçon, Silva », a-t-il dit avant de lui tourner le dos et de s'éloigner, laissant la tension dans l'air. La tension dans l'atmosphère devenait palpable, comme si l'air était chargé d'électricité sur le point de se déchaîner lors d'une tempête. La foule, qui jusqu'alors observait en silence, commença à murmurer son mécontentement, exprimant son indignation face à ce qu'elle considérait comme un abus de pouvoir. Les visages, autrefois curieux, devenaient maintenant déterminés, des voix qui n'étaient autrefois que des chuchotements s'élèvent désormais en protestation. « Ce n'est pas bien, libérez-le !» Les mots résonnaient dans la rue, chargés d'une énergie qui semblait grandir, une vague de solidarité et de révolte qui se répandait parmi les gens rassemblés. C'était un moment critique, un tournant qui pourrait conduire à une issue explosive. Mais alors, au milieu des clameurs de la foule, un son inattendu et aigu a traversé l'air, l'alarme de la voiture de Marcos s'est déclenchée,
un cri aigu qui a résonné sur le trottoir. Le son était assourdissant, une cacophonie qui semblait exiger de l'attention. Les yeux se sont immédiatement tournés vers le véhicule et la confusion s'est intensifiée. Cette symphonie de sirènes, d'alarmes et de voix humaines a suffi à créer un état de panique. Ramos, déjà en éveil, n'hésitait pas à profiter de l'occasion. Il a vu dans l'alarme un signal, une justification de son comportement agressif. D'un mouvement rapide et brutal, il s'est jeté sur Marcos, qui était toujours assis dans la voiture, complètement abasourdi par ce qui se passait. « Vous voyez ? C'est ce qui arrive quand vous volez une voiture, a-t-il crié en sortant Marcos du véhicule et en le poussant violemment au sol. La brutalité de l'action était choquante et rapide, comme un éclair dans un ciel clair. Marcos, sous le choc et le cœur battant, n'eut pas le temps de réagir. La poussière du trottoir s'élevait autour de lui tandis que la pression du poids de Ramos le plaquait au sol. « Mais tu ne peux pas faire ça » a crié Marcos, sa voix perdue dans la confusion et le bruit de l'alarme. « Je suis le propriétaire légitime. » Mais ces paroles se mêlaient à la clameur de la foule, qui criait désormais encore plus intensément, indignée par la situation qui se déroulait devant elle. « Et libérez-le. C'est un non-sens. » Les voix s'entrelaçaient dans un cri collectif, un cri pour la justice qui se répercutait sur les murs environnants. Silva, réalisant que la situation devenait incontrôlable, a décidé d'intervenir. Il s'est rapidement approché de Ramos, essayant de faire preuve de raison au milieu du chaos. « Ramos, ce n'est pas bien. Il a déjà prouvé que la voiture lui appartient. Nous devons y mettre fin avant que cela n'empire. » Silva parlait avec ferveur, mais ses paroles semblaient se perdre dans l'air lourd de tension. Ramos, cependant, était submergé de colère. Il a complètement ignoré son collègue, son attention fixée sur Marcos, désormais menotté et plaqué au sol, symbole d'injustice qui commençait à générer des vagues de révolte autour de lui. Voyez comment il se comporte. Il est désespéré car il sait que la voiture est volée. Cria Ramos, sa voix remplie d'une détermination frénétique. Il était complètement immunisé contre les clameurs de la foule, tellement concentré sur son propre récit qu'il ne réalisait pas qu'il devenait le véritable méchant de cette histoire. L'alarme de la voiture a continué à se déclencher, chaque bip rappelant que la situation était hors de contrôle. Les voix de la foule se sont intensifiées, se transformant en une clameur à l'unisson contre la brutalité de l'action de Ramos. Un homme au front, un téléphone portable à la main, a commencé à filmer la scène, tandis que d'autres se sont joints à eux, brandissant des pancartes de fortune indiquant « Justice pour Marcos ». Et plus d'abus policiers. L'atmosphère était chargée de révolte et d'indignation, comme si la ville elle-même palpitait à l'unisson avec la lutte de Marcos. Silva, face désormais non seulement à Ramos mais aussi au public, s'est retrouvé face à un dilemme. Il devait agir, mais comment le faire sans perdre sa position et sans que la situation ne devienne encore plus violente? Il savait que le temps était compté et que chaque seconde comptait. Les gens commençaient à s'agiter et il ne pouvait pas laisser la situation se transformer en confrontation physique. « Ramos, tu dois te calmer » a crié Silva, la voix élevée au-dessus de l'agitation. « Nous sommes là pour protéger, pas pour attaquer. » Mais ces paroles semblaient n'être qu'une autre goutte dans le seau de la fureur qui s'emparait de Ramos. Le vétéran était tellement perdu dans ses propres frustrations et insécurités qu'il ne voyait pas la frontière entre l'ordre et l'injustice. Alors que la foule grouillait et que l'alarme résonnait toujours dans la rue, Silva savait que le moment se détériorait rapidement. Il se préparait à intervenir et à prendre le contrôle de la situation, non seulement en tant que policier, mais en tant qu'être humain qui ne pouvait pas permettre que l'injustice prévale. Il était temps d'agir. Il était temps d'être la voix de la raison au milieu du chaos. Mais que ferait-il ? Comment inverser ce qui était déjà en mouvement, alors que la fureur et l'impuissance semblaient s'unir dans un seul cri? La situation était sur le point d'exploser et Silva devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Au milieu des clameurs grandissantes de la foule, alors que la tension atteignait son point de rupture, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une jeune femme, qui s'était approchée pour regarder la scène, tenait un téléphone portable à la main, les yeux fixés sur l'écran pendant qu'elle enregistrait. Elle avait été témoin de l'approche complète de Ramos et avait vu, avec horreur, la brutalité avec laquelle le professeur Marcos était traité. L'adrénaline pulsait dans ses veines, et le besoin d'enregistrer ce moment, de documenter l'injustice qui se déroulait devant elle, la poussait. Je savais que les images pouvaient servir de preuve que la réalité était très différente du récit que le policier tentait de construire. En serrant la main, la jeune femme s'est approchée de Silva,
qui tentait désespérément de calmer la foule et d'affronter Ramos par la même occasion. « Officier! Regardez ça !» s'exclama-t-elle, la peur et l'urgence se mêlant dans sa voix. Silva se retourna, son regard curieux fixé sur l'écran du téléphone portable. La jeune femme a touché l'écran et l'image a immédiatement illuminé le visage de Silva. La vidéo montre clairement la scène. Marcos, qui s'appuie contre la voiture, sans aucune résistance, répond patiemment aux questions de Ramos. Les accusations de l'officier n'étaient qu'un écho lointain, déformé par la clameur et la colère de la situation. Silva regardait attentivement, son cœur battant à chaque seconde qui passait. Dans la vidéo, il n'y avait aucun signe de comportement menaçant de la part de Marcos. Il était calme, voire perplexe face à l'hostilité à laquelle il était confronté. L'enregistrement a capturé toutes les nuances de l'interaction, la frustration visible sur son visage, la perplexité face à l'accusation de vol, la façon dont il a poliment tenté d'expliquer que la voiture lui appartenait. C'était comme si la vérité y était révélée, pixel par pixel, et que la gravité de la situation commençait à devenir plus claire pour toutes les personnes présentes. Et c'est incroyablement important, pensa Silva, la lumière de l'espoir s'allumant dans sa poitrine. Il se retourna rapidement, à la recherche de Ramos, toujours dans sa rage aveugle. Ramos, a-t-il appelé, la détermination raffermissante dans sa voix. Nous devons parler. Mais l'attitude de Ramos était presque dédaigneuse, il regarda Silva avec dédain, comme s'il ignorait la possibilité que quelque chose puisse le détourner de son chemin. Cependant, Silva, reprenant courage, leva la main et désigna la jeune femme. Regardez tout le monde. Elle a enregistré la scène. La foule s'est immédiatement tue, les regards se tournant vers la jeune femme, désormais sous les projecteurs, son téléphone portable presque sur un piédestal, symbole de vérité qui pourrait enfin éclairer les ténèbres de l'injustice. « Montrez l'enregistrement, s'il vous plaît. » demanda Silva, sa voix s'élevant au-dessus du murmure grandissant. Le cœur de la jeune femme battait à tout rompre, mais elle hocha la tête, réalisant la gravité du moment. D'un geste nerveux, elle a envoyé la vidéo sur l'écran de l'un des téléphones portables les plus proches, et bientôt l'image de Marcos, calme et paisible, a commencé à être projetée sur tous ceux qui s'étaient rassemblés. Les murmures de la foule se sont transformés en cris d'indignation sous le regard de tous. La vidéo montrait clairement que toutes les allégations de Ramos étaient infondées. Regardez. Il n'a jamais essayé de résister à son arrestation, a crié quelqu'un dans la foule. Des expressions de choc et de colère se sont répandues parmi les personnes présentes et des voix ont recommencé à résonner, mais cette fois en faveur de Marcos. Et c'est absurde. Libérez-le. Ces mots, chargés de force collective, semblaient être un cri de guerre, une revendication de justice qui résonnait dans toute la rue. Silva, sentant que le vent changeait, se tourna vers Ramos avec une intensité renouvelée. « Regarde ça, Ramos. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant ?» L'expression de Ramos changea, son visage pâle et hébété, comme si le sol lui était arraché sous les pieds. Les certitudes qu'il avait bâties autour de son autorité s'effondraient rapidement. L'image d'un homme arrêté et menotté, entouré d'une foule réclamant justice, est devenue un témoignage irréfutable de la vérité qu'il refusait d'accepter. Tout cela n'est qu'un canular. Un acte. A crié Ramos, mais sa voix perdait déjà de sa force, comme si l'écho de ses paroles était avalé par l'indignation de la foule. Silva fit un nouveau pas en avant, de plus en plus déterminé. La vérité est là, Ramos. Vous ne pouvez pas l'ignorer. L'injustice que vous avez perpétuée ne peut pas continuer ainsi. Le regard de Silva est devenu une lueur d'espoir et la foule a commencé à se rassembler dans une clameur plus forte, leur voix s'entrelaçant dans un refrain puissant. Ce qui semblait autrefois être un moment de désespoir s'est transformé en un moment de victoire, preuve que la lutte pour la vérité et la justice peut en fait l'emporter. Le combat de Marcos n'était pas seulement le sien, c'était le reflet des luttes de nombreuses personnes, et la solidarité née de cette journée a commencé à résonner sur les murs de la ville. Ramos, entouré d'une indignation croissante, réalisa qu'il avait perdu le contrôle de la situation. La colère et les préjugés qu'il alimentait semblaient désormais faibles comparés à la force de la vérité et à la solidarité de cette foule. Silva, conscient que le moment était crucial, n'a pas hésité à poser la dernière question qui pourrait tout changer, vas-tu continuer à t'accrocher à ce mensonge, ou vas-tu faire le bon choix? Le silence envahit la ruée, au fond, tout le monde attendait la réponse. C'était le moment de vérité, et le sort de Marcos dépendait du choix que ferait Ramos.
Le son de la sirène de la voiture de police traversa l'air tendu et se répercuta dans la rue comme un signe avant-coureur de changement. La foule, autrefois animée et anxieuse, tomba désormais dans un silence respectueux, les attentes grandissant à mesure que le capitaine Luciana approchait. C'était une figure imposante, une femme noire qui avait gravi les échelons de la police, et son regard aigu semblait saisir immédiatement la gravité de la situation. Sa présence était un souffle d'espoir, un signe que l'injustice pouvait être contestée et corrigée. En descendant du véhicule, Luciana a remarqué l'excitation de la foule et la tension de l'air. La jeune femme qui avait enregistré la vidéo s'est avancée, son téléphone portable affichant toujours l'image de la scène capturée. « Et capitaine ! Vous devez voir ça !» a-t-elle crié, l'urgence dans sa voix faisant plisser les yeux de Luciana. Silencieusement, la capitaine a accepté le téléphone portable, ses doigts glissant sur l'écran alors que la vidéo commençait à jouer. Le visage de Marcos, angoissé et menotté, apparut devant elle, et chaque mot, chaque geste de Ramos, était désormais exposé sous l'objectif impitoyable de l'enregistrement. À chaque seconde qui passait, l'indignation de Luciana augmentait. La violence injustifiée, l'abus de pouvoir, le postulat raciste selon lequel un homme noir ne peut pas posséder une voiture de luxe, tout cela a porté atteinte non seulement à la vie de Marcos, mais aussi à l'image de la police dans son ensemble. À la fin de la vidéo, elle a vu les expressions d'angoisse et de colère de la foule, et une flamme de détermination s'est allumée en elle. « Silva, explique-moi la situation », ordonna-t-il d'une voix ferme et directe. Silva, inquiet, fit un pas en avant. « Capitaine, Ramos a agi de manière abusive. Marcos est un enseignant respecté et il rentrait simplement chez lui lorsqu'il a été approché sans justification. La vidéo montre clairement qu'il n'a opposé aucune résistance et que toutes les accusations sont infondées. » Luciana hocha la tête, prenant en compte l'information tout en évaluant la foule autour d'elle. Les visages autrefois incertains reflétaient désormais une détermination et un fervent désir de justice. « Nous devons le faire maintenant », a-t-elle déclaré, et sa voix résonnait avec une autorité que tout le monde était prêt à suivre. Ramos doit être tenu responsable de ses actes. Elle s'est ensuite tournée vers les policiers qui l'accompagnaient. « Appelez des renforts. Nous devons assurer la sécurité de tout le monde ici. Et surtout, emmenez Ramos au poste de police maintenant. » L'ordre est sorti de ses lèvres comme un ordre militaire, et immédiatement la police a commencé à agir. Ramos, qui jusqu'alors semblait assuré de sa position d'autorité, réalisait désormais ce qui allait se passer. L'expression de son visage passa du dédain au désespoir, comme si le sol sous ses pieds s'effondrait. Il essaya de protester en élevant la voix, mais Luciana l'interrompit d'un regard pénétrant. « Vous avez été appelé pour vos actions, Ramos. Et je ne tolérerai pas les abus de pouvoir. Votre façon d'agir est une tache sur l'ensemble de l'entreprise. » La foule, qui était auparavant en émoi, commença maintenant à se joindre aux applaudissements. Chaque applaudissement était une célébration de la justice qui se déroulait enfin devant eux. « C'est ça. Justice pour Marcos », a crié quelqu'un dans la foule, et bientôt les applaudissements sont devenus un refrain, une célébration de la dignité retrouvée. Les visages qui exprimaient autrefois de l'inquiétude s'illuminent désormais d'espoir, l'écho d'un changement possible. Ramos, entouré d'autres policiers, a tenté de résister, mais Luciana était déterminée. Elle s'approcha de lui, d'une voix ferme et intransigeante. « Vous êtes arrêté pour abus de pouvoir, racisme et falsification de preuves. Ces actions ne seront pas tolérées et vous en serez tenu responsable. » Ramos hésita, la colère mêlée à une incrédulité suffocante dans son regard. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Je suis flic », cria-t-il, mais la force des paroles de Luciana était plus puissante. « Et c'est précisément pourquoi vous devriez être mieux informé. Votre position exige de l'intégrité, et vous l'avez trahi, » a répondu Luciana, sa voix résonnant avec la certitude de quelqu'un prêt à changer le système. D'un geste de la main, elle a fait signe aux autres policiers de le menotter. La foule, désormais en frénésie, a applaudi et crié des mots de soutien, son énergie se transformant en une vague de solidarité qui a balayé la rue. À mesure que Ramos était emmené, le poids de l'injustice qui pesait sur Marcos a commencé à s'alléger. Le capitaine Luciana se tourna vers la foule, son regard ferme et autoritaire. « C'est un pas vers la justice, mais nous ne devons pas nous arrêter là. La lutte contre les préjugés et les abus de pouvoir ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est un appel pour nous tous. » Les applaudissements se sont intensifiés et les voix ont réitéré la nécessité d'un changement, d'un système plus juste et équitable. Ainsi,
dans ce moment de bouleversement dramatique, un nouvel espoir s'est formé dans l'esprit et le cœur des personnes présentes. C'était la preuve que, même dans les situations les plus sombres, la lumière de la justice pouvait prévaloir et que le courage de quelques-uns pouvait inspirer la lutte du plus grand nombre. Après la tempête d'émotions qui l'a envahi et la libération de l'injustice à laquelle il avait été confronté, Marcos est resté silencieux pendant un moment. Le tumulte de la foule en liesse résonnait encore dans ses oreilles, mais la vérité était qu'il se sentait à la fois soulagé et épuisé. La confrontation avec Ramos, l'humiliation qu'il a subie et l'intense indignation qu'il a suscitée dans son entourage pesaient encore lourdement sur ses épaules. Cependant, au milieu de ce tourbillon de sentiments, une détermination s'épanouit dans son cœur. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette expérience se transformer en une autre histoire d'abus. La vérité qui avait émergé était censée servir de catalyseur à un véritable changement. Ainsi, après quelques jours de réflexion, Marcos a décidé qu'il ne poursuivrait pas la police en justice. Il s'est rendu compte que cela n'apporterait pas le changement qu'il souhaitait. Au lieu de cela, il a choisi d'utiliser son expérience pour créer un dialogue sur les préjugés profondément enracinés qui imprègnent encore la société. Il savait que sa voix pouvait résonner avec force et qu'elle pouvait en fait inciter d'autres à se joindre à lui dans la lutte pour une réforme significative des pratiques policières. Par une matinée ensoleillée, Marcos a été invité à donner une interview dans le cadre d'une importante émission de télévision locale. La salle était remplie de journalistes, de caméras et de micros, mais il est resté ferme et centré. Lorsqu'il a été présenté, l'énergie dans la pièce était palpable et tous les yeux étaient rivés sur lui. Avec un sourire sincère et une voix ferme, il a commencé à partager son histoire. « Je ne suis pas un héros », a-t-il déclaré, ses paroles résonnant avec une sincérité qui a touché le cœur de chacun. « Je ne suis qu'un homme ordinaire, comme beaucoup d'entre vous, qui rêvait autrefois de faire une différence et qui se retrouve désormais en première ligne dans la lutte pour la justice. » Au fil de son discours, ses paroles se sont intégrées dans un récit puissant sur la discrimination et les préjugés auxquels beaucoup, comme lui, sont confrontés quotidiennement. Il a parlé des micro-agressions qui sont devenues partie intégrante de sa routine, des regards suspects qu'il recevait en entrant dans un établissement et des questions qui l'accompagnaient tout au long de son voyage. Il est inacceptable qu'au XXIe siècle, nous soyons encore obligés de lutter pour la reconnaissance et le respect de ce que nous sommes, a-t-il déclaré, la voix bouillonnante d'émotion. Je pense qu'il est temps de parler de ce qui doit vraiment changer. Nous avons besoin d'une formation plus humanisée au sein des forces de police. Nous avons besoin d'empathie. Marcos n'a pas hésité à proposer des solutions. Il a parlé de l'importance de l'éducation et de la formation continue des policiers, soulignant que les préjugés ne sont pas seulement un problème individuel, mais un problème systémique auquel il faut s'attaquer de toute urgence. Nous avons besoin d'une réforme qui donne la priorité à l'empathie et à la compréhension, qui enseigne aux policiers à voir l'être humain dans chaque individu plutôt que de l'étiqueter en fonction de son apparence, a-t-il déclaré, les yeux brillants de ferveur. L'interview a rapidement attiré l'attention sur les réseaux sociaux, et ce qui a commencé comme un moment d'humiliation pour Marcos s'est transformé en un mouvement croissant en faveur du changement. Les gens se sont rassemblés pour le soutenir, organisant des manifestations pacifiques et des discussions communautaires, tous unis par l'idée que le respect et la dignité doivent être garantis à chacun, quelle que soit sa couleur ou sa classe sociale. Marcos, désormais figure centrale de ce mouvement, a été salué comme un héros local, non pas pour sa bravoure dans une confrontation physique, mais pour le courage d'exposer ses vulnérabilités et de partager sa vérité. Pendant ce temps, l'officier Silva, qui avait défendu Marcos en temps de crise, est devenu un symbole d'espoir et de changement au sein même de la police. Il a commencé à participer activement à des ateliers et à des dialogues communautaires, cherchant à rétablir la confiance entre la police et la communauté. Silva et Marcos sont devenus alliés dans un combat commun, utilisant leurs voix et expériences respectives pour inspirer une nouvelle génération de policiers et de citoyens à travailler ensemble pour un avenir meilleur. L'épisode a non seulement transformé Marcos, mais s'est également répercuté dans toute la communauté. La lutte contre les préjugés est devenue un sujet central des conversations quotidiennes et les gens ont commencé à s'unir autour de l'idée que chacun mérite d'être traité avec dignité. Marcos, avec sa résilience et sa détermination, est devenu une lueur d'espoir, démontrant que, même face à l'injustice, le changement est possible lorsque les voix s'élèvent et que l'empathie prévaut. Ainsi, au lieu de se laisser vaincre par l'humiliation, Marcos est devenu un agent de transformation, un véritable héros inattendu dans sa communauté.